Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, j'imagine que vous connaissez la CNIL. Donc, la CNIL, c'est l'autorité administrative en charge de la protection des données, qui n'est pas compétente en matière de secret de correspondance. Alors, dans certains pays européens, il y a une assimilation des deux, notamment en Allemagne. Le régime juridique sur la secret de la correspondance est le même que sur celui de la protection des données. C'est pas le cas en France. Donc on n'est pas compétent, la CNIL n'est pas compétente sur l'accès au contenu des messages. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'il fait là ce matin? Alors quand même, il y a évidemment deux gros sujets dans l'affaire Telegram avec la protection des données que je vais vous présenter assez rapidement. Le premier grand sujet d'un point de vue protection des données, c'est les conditions d'accès aux données techniques qui sont générées par les prestataires du numérique. Donc quand on est sur un monde numérique, évidemment, on crée des tas de données et ces données sont la matière première de toute enquête criminelle, quel que soit le sujet. C'est le premier réflexe d'un enquêteur, c'est de dire qu'est-ce que je peux récupérer comme données techniques et les analyser. Donc ça, c'est vraiment le cœur de toute enquête, et ça renvoie à deux problématiques en termes de protection des données. La première problématique, c'est dans quel cadre les autorités publiques, entendues au sens large, je vais un petit peu détailler, peuvent avoir accès à ces données. Donc si on raisonne d'un point de vue protection des données, on a un prestataire numérique qui va être au regard du RGPD ce qu'on appelle un responsable de traitement. Et ce responsable de traitement, une de ses grandes obligations en matière de RGPD, c'est d'assurer la sécurité des données. Donc il a des données et il ne doit pas les donner, les transmettre à n'importe qui. Il doit évidemment veiller à ce que ces données soient sécurisées. Et donc quand il a une demande d'un tiers, une demande d'une autorité publique, le premier réflexe d'un prestataire numérique, c'est de regarder le cadre légal de la demande. Est-ce que l'autorité qui me demande d'accéder aux données que je détiens est ou non habilitée au regard de la loi à accéder aux données? C'est ce qu'on appelle en matière de protection de données des tiers autorisés. C'est un tiers à l'entreprise, mais qui est autorisé par la loi à accéder aux données. Donc le premier réflexe, c'est de regarder est-ce que la personne qui me demande les données peut ou non accéder à mes données. Et là, le cadre juridique, il n'est pas le même selon les autorités les autorités publiques. Le cadre judiciaire, par exemple, est basé sur le code de procédure pénale, alors que vous avez d'autres autorités publiques, comme par exemple l'autorité des marchés financiers. L'autorité des marchés financiers peut accéder à des données détenues par des opérateurs de communication électronique, mais dans un mécanisme juridique totalement différent d'un policier qui intervient dans le cadre, d'un enlèvement, par exemple. Et une fois que cette vérification elle est faite de la part de l'opérateur, il doit transmettre les données. Et ça, donc, le fait de ne pas le faire, c'est un des motifs d'inculpation de Pavel Durov, parce que la justice française a estimé que les autorités de police, notamment, étaient habilitées à lui demander ces données, et qu'il n'y a pas fait droit, et donc il a commis une infraction pénale. En tous les cas, voilà le premier sujet d'un point de vue protection des données. Comment est-ce que les opérateurs publics peuvent accéder ou non aux données ? Ça, c'est un sujet, je dirais, assez classique, qu'on connaît depuis assez longtemps. Il y a un deuxième sujet qui, lui, est peut-être un peu plus, je dirais pas plus intéressant, mais plus particulier par rapport aux plateformes numériques, qui sont, mais quelles sont les données auxquelles on peut accéder? C'est ça le sujet aussi qui est intéressant. C'est certes, je peux accéder à des données, mais je peux accéder à quoi? Si on se remet là aussi dans une logique de RGPD, vous connaissez ce grand principe du RGPD qui est le principe de minimisation. C'est-à-dire que les acteurs du numérique, quels qu'ils soient, les plateformes, les opérateurs de communication électronique, mais n'importe qui est soumis au RGPD doit minimiser les données, c'est-à-dire qu'il ne doit conserver que les données dont il a besoin pour une durée la plus courte possible, etc., etc. Ce principe de minimisation, il est évidemment central en matière de protection des données. Or, dans le monde numérique, notamment, par rapport aux opérateurs de communication électronique, Orange, Free, tous les FAI qu'on peut connaître, il y a une énorme exception à ce principe de minimisation, qui est que depuis les attentats de 2001, on a eu des lois antiterroristes en France qui ont imposé, alors pour les juristes, c'est l'article L34.1 du Code des communications, des postes et communications électroniques, qui impose aux opérateurs, évidemment en 2001 pour une durée de 2 ans, de conserver toutes les données, enfin en tout cas un certain nombre de données, pendant une période d'1 an. Alors là, juridiquement, c'est assez intéressant parce qu'il y a une sorte de... Il faut vraiment être un petit peu expert pour quand on lit l'article L34.1
ce que vous ne manquerez pas de faire, j'imagine, c'est de voir la confusion entre la durée de conservation à des fins de facturation, c'est-à-dire que les opérateurs peuvent garder les données pendant 1 an à des fins de facturation, pour dire qu'en effet, vous avez passé un appel depuis l'Argentine qui n'est pas couvert par votre forfait, et donc vous devez payer plus cher dans votre forfait, et l'obligation de durée de conservation des données au titre donc de la loi antiterroriste, qui là aussi est de 1 an. On se dit, 1 an, en fait, tout ça n'est pas bien méchant. Et en fait, le vrai fond du sujet, c'est que cette disposition, transitoire encore une fois par rapport à formidable, la technologie est formidable. Donc vous avez l'article L34.1, exactement, qui s'affiche devant vous. Alors je ne vais pas le lire parce que ce serait extrêmement ennuyeux. Cet article L34.1 dit que au-delà des données dont ils ont besoin pour la facturation, eh bien, les opérateurs doivent conserver des données uniquement à des fins de réquisition judiciaire, en gros, pour faire simple, même si ça va un peu plus loin. Et ça, c'est un changement quand même par rapport à la philosophie des données, puisqu'on va demander à des opérateurs de conserver des données dont ils n'ont rien à faire. Par exemple, la géolocalisation. Votre opérateur, pour vous facturer, il se moque de savoir si vous êtes à Marseille, Angers ou Paris. Par contre, il va devoir conserver l'information uniquement si un policier vient lui demander, un policier, un juge, etc., vient lui demander d'avoir cette information. Et ça, c'est un changement radical, parce que ça revient à demander à ce que les opérateurs conservent des données extrêmement précises, intrusives, de 66 millions de personnes pour éventuellement quelques milliers d'enquêtes judiciaires. Donc on a vraiment une rupture en matière de protection des données. Alors, j'ouvre une toute petite parenthèse. Évidemment, 2001, c'était la loi, j'ai oublié le nom, ça a été donc pour 2 ans, dispositif transitoire, évidemment dérogatoire, parce que attentat de 2001, et puis en 2002, on s'est dit, en fait, ce serait bien qu'on garder encore ça 3 ans. On est reparti jusqu'en 2006, loi terroriste 2006, on est reparti pour 10 ans. Bref, il y a eu ce qu'on appelle, ce que vous connaissez de manière très classique en matière de liberté publique, un effet cliquet. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé, on a franchi un seuil, une étape, on revient jamais en arrière. Vous auriez évidemment tous les services de police et de gendarmerie qui se seraient étranglés si on leur avait dit que tout compte fait, les opérateurs ne seraient plus tenus de conserver notamment les données de géolocalisation. Ça serait évidemment extrêmement compliqué. Et ça s'est aggravé. Alors pourquoi ? Alors, on a eu donc cette loi française qui, les autres pays se sont dit, mais en fait, c'est une super bonne idée, donc on a une directive européenne en 2016, et on a donc un dispositif qui est vraiment dérogatoire par rapport à la philosophie générale. Si vous vous intéressez un petit peu à la protection de données, je vous invite à vous abonner, alors je ne sais pas si on peut s'abonner, mais à le lire très fréquemment, c'est le site de la Cour de la justice de l'Union européenne, qui est un grand pourvoyeur de décisions en matière de protection des données. C'est une cour qui est extrêmement active et qui a, je vous ai épargné les références, mais avec un certain nombre de décisions, estimé que ce cadre était contraire à la philosophie européenne en matière de respect de la vie privée, qu'on ne pouvait pas, de manière indéterminée, imposer à des opérateurs de communication électronique de conserver des données concernant tous les citoyens aussi longtemps et aussi précise. La Cour était plutôt dans une optique de gel des données. C'est-à-dire qu'il se passe un attentat, par exemple, à Paris, et bien immédiatement, en quelques minutes, on demande aux opérateurs de geler toutes les données relatives à un lieu géographique donné, et donc toutes les personnes concernées auraient leurs données conservées, mais rien à voir avec l'ensemble de la population. Bref, on a eu un certain nombre de décisions de la CJUE dans ce sens. Alors, le Conseil d'État français n'était pas franchement ravi par cette décision. Il a fait une question préjudicielle en disant à la CJUE, vous êtes bien sûr de ce que vous dites, vous êtes sûr que quand même il y a des conséquences, bref. Donc tout ça a duré un petit peu de temps. On est arrivé à une situation, alors la Cour a un tout petit peu assoupli sa position en disant que c'est pas que contre le terrorisme, mais contre aussi... a dit, c'était pour le terrorisme, mais si on les garde pour le terrorisme, on peut aussi les utiliser pour des crimes les plus graves. Mais il faut quand même dire qu'il y a un risque terroriste. Et donc tous les ans, on a un décret du Premier ministre qui dit qu'en France, il y a un risque terroriste extrêmement important qui nécessite que les opérateurs conservent les données au titre de cette dérogation. On a un système juridique, très honnêtement, qui est assez bancal, pas très stabilisé, et je reviendrai dans quelques instants sur les suites de ce régime. Si j'en reviens à mes 2 grands sujets, Telegram, protection des données, on a vu, le premier sujet, c'est l'accès aux données techniques, et le deuxième sujet, on en a parlé il y a quelques minutes, c'est le principe de confidentialité des communications.
Alors, je ne vais pas du tout être original par rapport à ce qui a été dit. La CNIL, en tant qu'autorité garante de la vie privée, s'inscrit pleinement dans ce qui a été dit sur les dangers liés à la création des backdoors, des portes dérobées, et d'introduire des vulnérabilités dans les dispositifs de chiffrement. Il y a vraiment un équilibre à trouver, mais ce qui est extrêmement classique en matière de liberté publique, entre d'une part l'objectif attendu et d'autre part les dommages, entre guillemets, causés. Créer des vulnérabilités sur des systèmes utilisés au quotidien par des centaines de millions de personnes pour, encore une fois, trouver... Alors même si, évidemment, on ne peut pas avoir un discours anti contre la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la pédocriminalité, c'est une évidence absolue. Est-ce que pour autant, il faut fragiliser l'ensemble des outils numériques qu'on utilise au quotidien? Il y a une vraie question à se poser. La CNIL propose une réponse. Alors, elle n'a pas la vérité absolue, loin de là, évidemment, mais elle considère que ce n'est pas une bonne idée. Idem, il y a une autre autorité qui est l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui trouve aussi que c'est vraiment une très mauvaise idée. Il y a deux axes quand même de remise en cause de ce principe de confidentialité des communications. On en a parlé il y a quelques instants, c'est un règlement Sésame de 2021 qui visait à lutter contre la pédocriminalité et qui, sur la base du consentement des opérateurs, je dis bien sur la base du consentement, leur permettait de faire des analyses numériques des données qui passaient dans leur réseau pour essayer de détecter des contenus pédopornographiques. Alors c'était transitoire, c'était un règlement qui n'avait vocation à s'appliquer que 3 ans, qui de mémoire a été prolongé. En parallèle, donc il y a eu ce projet de chat control qui s'appelle César de mémoire, qui là aussi connaît un sort un petit peu compliqué entre la présidence belge de l'Union européenne, la présidence hongroise, et là on est arrivé à un mécanisme où en fait ça serait basé sur le consentement des utilisateurs cette fois-ci, donc il y aurait un déchiffrement des données consenties par les utilisateurs, mais si vous ne consentez pas, vous ne pouvez plus envoyer d'images ou de vidéos. Bon, on est assez loin du principe du consentement du RGPD qui veut un consentement libre, spécifique et informé. Alors, c'est pas tout à fait libre pour le coup. Donc là, le projet est plutôt appuyé sur pause. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on voit bien qu'il y a toute une réflexion et l'équilibre n'est pas du tout évident à trouver loin de là. Le Comité européen à la protection des données qui rassemble les CNIL européennes a réaffirmé au niveau européen son attachement à la préservation des technologies de chiffrement. Et puis deuxième partie sur la remise en cause du principe de confidentialité, et je ferai le lien avec ma première partie sur les accès aux données techniques. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un cadre juridique qui était un peu compliqué, et donc sur l'accès aux données de connexion, dites de connexion, et aussi sur l'accès au contenu des messages. Et donc il y a un groupe de travail qui a été lancé par la Commission européenne et le Conseil pour, d'une manière générale, réfléchir au niveau européen sur les conditions d'accès par les forces de police, pour faire simple, à l'ensemble des données gérées par les grandes plateformes numériques. Donc il y a 42 recommandations qui ont été formulées il y a quelques semaines. Alors évidemment, nouvelles mesures législatives, donc on peut s'attendre à un Xème nouveau règlement qui va intervenir dans le domaine du numérique, des mesures de renforcement des capacités des autorités de police et une coopération avec l'industrie, ce qui fait un tout petit peu peur, en tous les cas, dans ce règlement, mais peur, en tout cas, qui interpelle à ce stade, et j'en conclurai par là, c'est l'idée d'étendre ce dispositif dérogatoire sur lequel j'ai lourdement insisté des opérateurs de communication électronique à l'ensemble de la sphère numérique. Donc il n'y aurait plus que les opérateurs de communication électronique et la FAI qui seraient obligés de conserver des données en plus, mais plus d'acteurs du numérique, des plateformes, etc., où là, vraiment, le dérogatoire deviendrait, je dirais pas la règle, mais pas loin. Et donc, je termine mon intervention par un petit teasing pour vous dire que le Comité européen de la protection des données va rendre un avis en novembre, donc dans quelques semaines, sur les conclusions de ce groupe de travail sur les conditions d'accès aux données numériques par les forces de police au sein de l'Union européenne. Bon, tout ça est à la fois très clair et extrêmement important de recadrer, comme vous l'avez fait sur le rôle de la CNIL et les perspectives. Je voudrais, en tant que législateur dans cette maison, vous dire à quel point l'instabilité juridique
pose un certain nombre de problèmes, notamment au problème d'évaluation, parce que chaque fois qu'on prend une mesure nouvelle, on est foutu incapable d'évaluer si elle a été utile ou pas, et on empile les dispositifs. Ce qui crée, pour un législateur qui est un généraliste, qui n'est pas un spécialiste de la matière, beaucoup de difficultés pour suivre. La deuxième chose, c'est que, en même temps, la criminalité utilise tous ces réseaux et toutes ces plateformes de façon de plus en plus créative. Et qu'il faut que le législateur aussi, vous savez, c'est la guerre de l'obus et du blindage. Il y a toujours quelqu'un qui court plus vite. Et en général, c'est le voleur qui court plus vite que le gendarme. Donc là aussi, on a un certain nombre de difficultés. Et enfin, en matière de protection des données, il y a aussi le piratage des données qui pose un problème, parce que plus on les conserve et plus les menaces de piratage et d'utilisation à des fins malveillantes de vos données se multiplient. Donc si vous voulez, chaque mesure porte avec elle un ensemble de contraintes et en même temps de risques sur ce numérique qui nous envahit. Alors on avait proposé, je prends une seconde du temps imparti, mais on avait proposé à plusieurs reprises ici une commission ou une délégation permanente au numérique. Il se trouve que pour des raisons budgétaires qui n'apparaissent pas aux yeux des uns et des autres, pour des raisons budgétaires, il paraît qu'on ne peut pas le faire. Mais je pense que dans les deux assemblées, à l'Assemblée et au Sénat, on devrait très sérieusement considérer d'avoir une délégation permanente au numérique, parce que le numérique envahit notre vie. Et je crois que les praticiens du droit, c'est une chose, que le législateur en est une autre, et que si dans cette maison vous interrogez 10%, 20% ou 15 ou 30% des sénateurs, ils sont aussi absolument incapables de vous expliquer comment tout ça fonctionne, y compris les cryptos, y compris la sécurité, non mais on parle de choses sérieuses, parce qu'on va devoir légiférer. On va devoir réglementer sur des sujets qu'on ne maîtrise pas complètement. Donc moi, je crois qu'il faut vraiment que les uns et les autres et tous les spécialistes de la matière convergent pour qu'au Parlement, on ait une délégation permanente à cette question du numérique qui est absolument essentielle, à la fois en matière de consommation, en matière de protection des données, mais aussi en matière de défense, en matière d'influence étrangère. Je crois que c'est un sujet majeur pour les années qui viennent et qu'il faut vraiment que le Parlement s'en empare de façon empirique. Et ce n'est pas du tout le cas pour l'instant. Donc on compte aussi sur la CNIL pour nous soutenir dans cette action. Vous voulez réagir ou si on prend une question directement? On va prendre effectivement, je vous en prie. Oui, j'ai bien compris tout ce que vous avez dit sur l'État français ou les lois européennes qui font qu'on va conserver de plus en plus de données des utilisateurs. Mais je voudrais aussi rappeler qu'il y a un cas de la Cour de justice il y a à peine 2 semaines de Max Schrems contre Facebook, encore une fois, qui attaque le fait que Facebook a une base de données gigantesque et qu'il utilise des données personnelles sans même son consentement parce qu'il rachète d'autres données et ne les supprime jamais. Donc même le RGPD que vous citez, il n'est pas forcément mis en place par les grandes entreprises du numérique qui existent. Et Facebook a des dossiers sur toutes les personnes qui ont un compte Facebook depuis qu'ils ont créé ce compte. Donc il y a aussi une question de, certes, la France veut conserver les données pour pouvoir enquêter dessus, mais on n'a pas moyen de faire en sorte que Facebook les supprime. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, si vous voulez que je parle de Facebook et du RGPD, il faut juste me donner encore 2 heures. Il y a un sujet d'applicabilité du RGPD aux grandes plateformes numériques américaines. Le RGPD, en ça, devient de plus en plus original, en ça qu'il prévoit une coopération entre les CNIL européennes, puisque vous savez que, en fait, les autorités, enfin, les opérateurs transnationaux choisissent de s'installer dans un pays de l'Union européenne, et c'est l'autorité de ce pays qui est compétente. Donc, en l'occurrence, Facebook, c'est l'autorité irlandaise. Et à la différence du DSA, du DMA et d'autres dispositifs, on voit que la Commission européenne reprend de plus en plus la main dans la régulation des grands acteurs. Le RGPD est encore dans une logique un peu déconcentrée, où c'est chaque autorité qui régule, mais elle est sous l'œil vigilante, et plus que vigilante concernant l'autorité irlandaise, des autres CNIL européennes au sein du CEPD, qui prennent des décisions à la majorité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On n'est pas à l'unanimité, on est à la majorité. Et donc, il y a un certain nombre de sanctions qui ont été prononcées contre Facebook à hauteur de centaines de millions d'euros.
€. Alors on me dirait même pas mal, mais quand même, de plus en plus, ça commence à porter, où les autorités, j'espère que je ne suis pas trop filmé, mais les autorités européennes ont tordu le bras de l'autorité irlandaise qui ne voulait pas sanctionner. C'est vrai que l'autorité irlandaise est quand même, enfin, même d'une manière générale, l'État irlandais est quand même dans une situation un petit peu bizarre où la Commission européenne a dû lui tordre le bras pour récupérer 12 milliards auprès d'Apple. Je ne suis pas sûr qu'il faille tordre le bras de l'État français actuellement pour récupérer 12 milliards. Donc on a bien une position un peu institutionnelle. C'est vrai. On est dans une position où on a une sorte de, je dirais pas dumping, mais en tous les cas, on n'a pas la même appréhension de l'autorité, enfin de l'application du RGPD à Facebook. C'est honnêtement en train de changer. C'est honnêtement en train de changer, vraiment, pour des tas de raisons, des raisons politiques aussi, parce qu'il y a une révision là du RGPD en cours pour améliorer les modalités de coopération des autorités européennes. De plus en plus, on va voir que des autorités irlandaises, luxembourgeoises, où est situé Amazon et autres, vont mieux, honnêtement, appliquer le RGPD. C'est vrai qu'il y a une phase d'apprentissage. C'est pas évident de coopérer à 27, honnêtement, mais ça commence vraiment à bien fonctionner. On peut avoir raisonnablement des amendes de plus en plus élevées qui vont contraindre ces opérateurs à respecter le RGPD, et notamment le principe de minimisation que vous avez cité. Monsieur. Une question, alors moi je suis plus un spécialiste, mais je trouve que... Vous présentez s'il vous plaît. Oui, Pierre Dornano. Je ne suis pas un spécialiste. Il y a bien sûr le traitement des données RGPD pour les grands réseaux sociaux, etc. Mais quid du reste? Moi j'ai été patron de presse, voilà, j'étais journaliste, j'avais des milliers de données. Mes ingénieurs informaticiens qui traitaient les sites me disaient, dans la mesure où il n'y a pas d'exploitation des données, on peut les garder indéfiniment, selon le RGPD. Et c'est visiblement... Alors est-ce que je me trompe? Est-ce qu'ils se trompaient? Ou parce que si c'est le cas, ces données peuvent être... conservées, bien sûr, piratées, et il y a là des millions d'informations qui peuvent circuler. Voilà. Madame la sénatrice, tout ça me conduit à penser qu'il faut faire une journée spéciale RGPD assez rapidement. Je pense que ça pourrait être bien, oui. Avec plaisir. Eh ben, très bien, donc je serai présent. Oui, évidemment, dès que vous avez une activité professionnelle, et que vous avez dans vos serveurs des données à caractère personnel, vous êtes soumis au RGPD. Un journaliste, un artisan boucher, une multinationale, un parlementaire, que sais-je, à partir du moment où vous êtes dans une activité professionnelle, vous êtes soumis au RGPD, ce qui n'est pas grave, hein, ce n'est pas une maladie honteuse, mais il y a un certain nombre d'obligations à respecter, dont le fait d'effacer des données. Détention ou bien le traitement, l'exploitation des données qui fait qu'on est dans un cadre juridique contraignant. Alors, le simple fait d'avoir des données vous soumet au RGPD, et après, évidemment, selon ce que vous en faites, vous pouvez avoir des obligations supplémentaires ou pas d'ailleurs. Le RGPD n'interdit quasiment rien par nature, sauf qu'il propose, enfin en tous les cas, le cadre juridique doit être adapté, vos actions doivent être adaptées par rapport à ce que vous en faites. Alors je vous propose qu'on s'arrête là, effectivement, et peut-être ça pourrait être intéressant de faire une session spéciale sur le RGPD, manifestement. Il y a deux autres personnes, on prend ces questions et ensuite on enchaîne avec Caroline Zorn. Allez-y. Oui, je voulais juste faire un follow-up, Madame la sénatrice. Du coup, sachant ça, où est-ce qu'il faudrait mettre l'action législative, faire en sorte que toutes les grandes plateformes qui conservent des données soient supprimées, comme ça, de toute façon, les services de gendarmerie ne pourraient plus y accéder, ou faire en sorte que les services de gendarmerie n'aient pas accès? C'est le plus important, ce serait de commencer par quoi? Le plus important, c'est d'avoir une cohérence dans la législation. Moi, je ne peux pas vous répondre d'une façon ou d'une autre, mais il est absolument clair qu'on a besoin des données pour des enquêtes judiciaires, que ce serait complètement suicidaire d'empêcher nos services de sécurité d'agir dans un cadre législatif déterminé, ce qui est le cas aujourd'hui, et j'ajoute dans un cadre européen, parce que ce type de délinquance est rarement franco-française. Donc, moi, je pense qu'il faut maintenir l'accès conformément à ce qu'on fait, c'est-à-dire dans le cas des habilitations qui sont fixées par la loi. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, compte tenu du développement de ce type de délinquance et des moyens qui sont accordés, qu'on puisse priver nos services de police, de gendarmerie et de sécurité d'un accès aux données dans un cadre législatif qui fait objet de débats tout à fait nourris, si vous les suivez, notamment sur le côté de la protection des données. Mais là, il y a un bilan coût-avantage qui est toujours le même entre la sécurité et les données personnelles, qui est un débat très très ancien et qu'on ne pourra pas épuiser ce matin.
Pardon, j'aurais juste complété les propos de Madame la sénatrice. La CNIL a toujours eu... alors, la CNIL a un pouvoir de contrôle. Et des fois, quand on fait des contrôles, on a des opérateurs qui disent moi, je garde tout au cas où les policiers viennent me demander des choses. Mais si vous acceptez ce raisonnement, il faut supprimer le RGPD. Ça ne sert plus à rien d'avoir un RGPD. Ça veut dire qu'en gros, vous avez des données, vous en collectez plein, vous les gardez tout le temps, au cas où il y a un policier qui vient sonner à votre porte. Dans ce cas-là, il n'y a plus de protection des données. Donc que les policiers puissent avoir accès, policiers, autorités judiciaires, puissent avoir accès aux données qui sont conservées, c'est une évidence, et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il faut que ce soit encadré, mais qu'elles puissent, mais seulement aux données qui sont utilement conservées. Parce que sinon, tout le monde conserve tout le temps, il n'y a plus de RGPD, il n'y a plus de protection des données. Sans parler du modèle économique des plateformes sur les données, mais ça c'est encore une autre histoire. Monsieur. Bonjour. J'avais une question du coup. Vous parlez de... Vous pouvez juste vous présenter s'il vous plaît. Pardon, Monsieur Lucas Jaillet, consultant en cybersécurité du coup. Merci. Vous parlez que vous êtes comme l'ANSSI contre donc la CNIL est comme la même idée que l'ANSSI et contre les backdoors intégrés du coup dans les systèmes automatisés. J'ai une question, c'est quelque chose que vous faites, c'est une politique que vous appliquez globalement à tous les systèmes ou c'est des choses sur lesquelles vous avez en fonction de si ce sont des partenaires ou plutôt des personnes qui ne sont pas nos partenaires économiques avec lesquels pour lesquels vous prenez ce genre de décision. Et par exemple, récemment, votre décision concernant le Health Data Hub d'être hébergé par Microsoft, alors qu'on sait que la loi FISA nous impose à ces entreprises américaines d'avoir des backdoors à l'intérieur de leurs produits. Et du coup, c'est comment est-ce que vous faites pour prendre cette décision-là? Est-ce que c'est en fonction de nos partenaires économiques, du coup, ou en fonction d'autres données un petit peu qui seraient floues à notre vue? Voilà, merci. Alors, si vous voulez que je vous parle du Health Data Hub et de Microsoft, il me faudra encore 2 heures de plus. Oui, minimum. Non, c'est une position de principe qu'adopte la CNIL, qui est de dire que créer volontairement des vulnérabilités sur des systèmes n'est pas une bonne idée, confère tout ce qui a été dit par monsieur il y a quelques instants. Juste sur le Health Data Hub et Microsoft, alors c'est pas la CNIL qui a autorisé ou quoi que ce soit, hein, le Health Data Hub, c'est ce GIP qui a décidé d'héberger les données de santé à des fins de recherche médicale notamment sur Microsoft, qui en effet est pour partie est une société américaine et donc soumis aux lois américaines que vous avez citées. 2 éléments. La CNIL a toujours considéré que c'était pas une bonne idée, entre guillemets, qu'au regard du RGPD et d'un certain nombre de lois, il fallait mieux recourir à des solutions souveraines. Ça, elle l'a dit depuis le début. La CNIL a autorisé 1 ou 2 fois temporairement l'utilisation de la création d'entrepôts de données de santé chez des prestataires, notamment Microsoft, confère la crise Covid, confère quelque chose qui était transitoire, elle a autorisé que pour 2-3 ans, sauf erreur de ma part. Néanmoins, le sujet est heureusement, grâce aux parlementaires, clos, puisqu'il y a l'article 31 de la loi SREN, qui est la loi sur la sécurisation et la régulation de l'espace numérique, qui impose dorénavant à tous les acteurs publics qui traitent des données sensibles, dont des données de santé, de recourir dans un délai assez raisonnable à des solutions souveraines, excluant la possibilité d'accès par des États étrangers aux données. Donc ça, c'est un apport du Parlement. Donc nous, ça nous va très bien. La seule difficulté, et elle n'est pas juridique maintenant, elle est technique, c'est est-ce qu'on aura des solutions souveraines qui permettront d'avoir autant de capacités que ce que permet de faire Microsoft. Ça fera l'objet d'un autre colloque, on fera la RGPD le matin, la souveraineté numérique l'après-midi. Vendu. Excellente idée. C'est une très très bonne idée. Juste pour finir, avant de passer la parole à Caroline Zorn, une réaction Je t'en prie. Je suis un petit peu embêté parce que techniquement, je suis le technicien à cette table et j'entends beaucoup de gens parler d'informatique. Les données existaient avant l'informatique. Ces questions, on se les posait avant l'informatique. Avant l'informatique, pardon, excusez-moi. Donc, et la question est répondre à qui veut, si quelqu'un veut y répondre. Comment est-ce qu'on faisait avant? C'est-à-dire que ces questions, elles existaient, on se les posait. Alors peut-être pas sur la finalité de la donnée, parce qu'il y en avait beaucoup moins, certes, mais ces réflexions existaient. J'ai le sentiment, c'est personnel, que l'informatique, c'est magique. L'informatique, c'est compliqué. Surtout, allez pas mettre les doigts là-dedans, c'est un travail d'ingénieur. Vous imaginez même pas comment c'est compliqué. Voilà, je vais vous dire le mot algorithme, c'est bon, tout le monde va s'en aller. Un algorithme, c'est une recette de cuisine, les gens. On se calme, on respire un grand coup. Si on oublie un instant cette partie magie et qu'on se pose les questions que la CNIL se pose, et qu'on essaye tous de se poser, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients? C'est une analyse de risque, on en fait depuis des millénaires. Il faut
j'aimerais que quelqu'un me dise, en fait, on a pesé le pour et le contre. On a mis des KPI. On s'est dit, tiens, on a ça dans la balance vis-à-vis de ça. Et si vous ne... Enfin, je pense, encore une fois, c'est un avis tout à fait personnel, si on ne met pas ça en première étape pour réfléchir à ce qu'on va faire, en fait, on va prendre des décisions sur quelque chose qu'on ne comprend pas. De mon expérience, ça donne rarement des bonnes choses.